Sujet suivant, qui est de saison, c'est la culture de la chicorée de Bruxelles. Chicon, voilà, pour endive blanche, et pour les gens du nord de la France. Donc la chicorée de Bruxelles, c'est une culture assez récente. Donc la chicorée, on l'a longtemps cultivée pour alimenter le bétail. Donc les racines, en hiver, pour les agriculteurs et les gens, les fermiers qui avaient encore des bêtes, c'était un apport de nourriture aussi pour donner au bétail. Donc un peu comme on pourrait faire la betterave, pas la sucrière, mais fourragère. Le navet, par exemple, ben voilà, c'était des nourritures qu'on donnait aussi aux bêtes pendant l'hiver. Donc, ça, c'était une chose. Et alors, on utilisait aussi beaucoup par ici, on cultivait la chicorée pour en faire de la chicorée. Donc, c'est une chicorée de Bruxelles, c'est différent, mais la chicorée était cultivée, on l'a séchée, on l'a coupée, on l'a broyée, on l'a torréfiée. Donc, pour les amateurs de café, donc si on ne supportait pas trop la caféine, ah ben, vous faites moitié café, moitié chicorée, et vous avez encore tout à fait le goût du café. Voilà, donc une boisson saine. Et ce n'est qu'à partir de la moitié du 19e siècle qu'on a développé la culture vraiment de la chicorée de Bruxelles. Donc, bon, il y a une histoire qui raconte que c'est un agriculteur qui avait stocké ses racines dans une grange et comme l'hiver était assez rude, il avait couvert ça de terre pour abriter ses racines du gel. Et à sa stupéfaction, en cours d'hiver, à travers la terre, il y avait des repousses de ses racines. Et bon, c'était un peu dentelé. Bon, écoutez, bah, c'est pas si mauvais que ça. Donc apparemment, c'est comme ça qu'a démarré la culture de la chicorée de Bruxelles. Donc évidemment, on a sélectionné, parce qu'au départ, c'était plutôt la genre barbe de capucin, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc on trouve encore ça dans les catalogues de semences. Hein. Donc c'est un peu une repousse. Donc c'est pas un chicon fermé, c'est un peu des branches étiolées comme ça, un peu dentelées. Donc c'est un peu comme une chicorée frisée par exemple, et plus blanche, donc qui donne aussi des bonnes salades en hiver. Donc à force de sélectionner, on est arrivé à avoir des repousses de feuilles très serrées et un peu plus allongées, pas ouvertes. Donc voilà. Donc ça a duré quand même des décennies avant d'avoir les chicons qu'on voit maintenant. Alors, le nom, donc en Flandre, on va plutôt appeler ça witloaf, donc 8 blanc, et loaf c'est feuille, donc feuille blanche. En France, c'est endive blanche, donc, et alors dans la région aussi, on appelle ça plutôt le chicon. Alors, ça fait partie de la famille des composés, c'est-à-dire c'est la même famille que les endives frisées, les scaroles, les pains de sucre, les pissenlits. Donc, de nature, la feuille a un goût amer. Et ça, c'est un peu l'inconvénient que des gens n'acceptent pas trop cette amertume. Mais c'est très bon pour la santé et surtout pour le foie et la fonction biliaire. Ça fait sécréter plus de bile, donc ça fluidifie la bile. Bon, bien sûr, bon, on va pas, quand on n'aime pas le goût amer, bon, il n'y a rien à faire. Si on n'aime pas, c'est parce que le corps ne l'accepte pas trop. Mais justement, en blanchissant, donc le chican, il pousse à l'obscurité. Cette repousse de feuilles, donc il n'y a plus de chlorophylle pratiquement. Donc cette repousse est beaucoup moins amère. Donc c'est plus acceptable. Alors souvent, pour ceux qui sont encore sensibles à ce goût,
Il suffit simplement d'y ajouter des aliments un peu plus sucrés dans une salade. Ça peut être quelques petits morceaux de pommes, ça peut être des fruits secs, ça peut être des noix, des noisettes. Voilà, on peut mettre plein de choses pour adoucir le goût. Alors au niveau culturel, donc le Chicon ne demande pas une terre particulièrement riche, que du contraire. Donc ce sont souvent des engrais restant des années précédentes, suffiront amplement à la repousse, donc à la culture du Chicon. Si la terre est trop riche en azote, que va-t-il se passer? On n'aura pas une racine volumineuse à la fin de la culture et on aura beaucoup de feuillage. Donc c'est au détriment de la racine. Donc c'est pas le but qu'on cherche, parce qu'en fait, ça je vais peut-être encore vous repréciser, le but au départ c'est semer la graine à la belle saison, la récolter en fin d'été, début d'automne, donc à partir de mi-octobre, on récolte une racine pivotante qui ressemble un peu à la carotte. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On coupe le feuillage, enfin, on laisse reposer, puis on coupe le feuillage, et puis on remet à forcer, donc on appelle ça le forçage. On fait repousser la racine pour obtenir la repousse qui sera le Chicon. Donc c'est une culture assez longue. Alors, les sols, bon, on pense parfois qu'une carotte pousse mieux en terre sablonneuse, par exemple. Donc pour le Chicon, ben non, c'est pas du tout vrai. Même une terre lourde convient très bien. Donc pour les carottes, il faut peut-être sélectionner un peu la variété qui correspond mieux aux terres lourdes. Mais pour les Chicons, pas du tout. Un sol argileux, ça pousse très bien. Problème, non, condition, c'est que ça ne soit pas un sol bouleversé par, je sais pas, une construction et qu'on a des cailloux ou des sols non homogènes, c'est-à-dire que ce n'est pas la même structure du sol sur la couche arable. Donc si par exemple vous avez des couches, enfin des blocs d'argile avec du sable, avec de la terre mélangée, ben vous allez plus avoir des racines fourchues. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas s'en servir pour les forcer, mais ça sera un peu plus compliqué à installer ces racines dans le milieu à forcer. Donc, engrais, donc si par exemple on a mis un endroit, je sais pas, des choux cette année, donc on a quand même bien fumé, on a mis du compost et tout ça, donc une couverture du sol. Voilà, lorsque vous avez récolté vos choux, donc pour l'année prochaine, si vous comptez mettre par exemple vos chicons là, eh ben vous ne mettez pas d'engrais ni de compost, rien du tout. Vous laissez ça tel quel. Donc l'excédent d'engrais qu'il y a dans le sol, c'est amplement suffisant. Alors, au niveau du climat, donc pour une bonne levée, donc une chicorée, elle est assez sensible lors de la levée. Donc une laitue, elle pousse facilement à des températures plus fraîches. Donc, je vais dire autour de 10 degrés, ça va pousser très bien. Une chicorée, et la chicorée de Bruxelles, non. Elle a besoin de la chaleur pour lever. Donc le moment idéal pour nous, par ici, c'est entre le mi-mai et mi-juin. Donc ça, c'est là où les températures de l'air sont bonnes et que le sol a commencé à se réchauffer. Si vous semez plus tôt, le risque que vous auriez, c'est que, bon, même si vous tombez dans une période où c'est bon, la température est bonne, ça va lever, et ensuite, si vous avez des périodes plus fraîches, la plantule va végéter, et voilà, donc elle risque de monter prématurément. Donc il ne faut pas se dépêcher dans cette culture-là. Donc respectez bien le créneau de mi-mai à mi-juin. Donc ça vient pas. Donc on a un mois de battement là. Donc après c'est un peu plus compliqué parce que
si vous le semez plus tard, vous risquez d'avoir des racines beaucoup plus petites lors de la récolte. Donc ça doit se lever dans les 8 jours. Donc lorsque vous semez, choisissez un moment où la température est bonne et que la terre est déjà réchauffée. Et dans les 8 jours, ça doit être là. 8-10 jours. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de ressemer parce que vous êtes peut-être tombé, il y a un jour il fait bon et le lendemain, les températures peuvent chuter. Et voilà, les conditions optimum ne sont plus là. Ben voilà, votre semis est compromis. Donc, si ça ne lève pas assez vite, ressemer. Ça peut être aussi au niveau des graines. Si par exemple, vous avez encore un ancien sachet de graines que la levée ne s'est pas bien faite, donc essayez de au moins ressemer avant le 15 juin. Donc, ce délai de 1 mois, donc vous voyez bien qu'au niveau de semis, jusqu'au moment de la récolte, il y a quand même 5-6 mois qui se déroulent. Donc on a vraiment du temps pour semer ça. Si par exemple vraiment vous dites tiens la météo n'est vraiment pas bonne, je vais encore attendre, ben voilà, essayez de choisir le bon créneau dans ce mois-là, dans ces 30 jours, vous allez certainement trouver un moment propice pour le semer, pour le semis. En fait, si la racine est trop petite, tu n'as pas un bon résultat? Ben, le chicon sera plus petit. Donc la même chose lorsque... Bon, ça je vais peut-être... ouais, c'est avec le semis ici. Si vous n'éclaircissez pas assez, donc si vous semez trop dru, donc vous allez avoir beaucoup trop de plantules l'une contre l'autre, et voilà, c'est au détriment du développement de chaque racine. Elles seront enchevêtrées et des racines plus petites. Bon, ça n'empêche pas, chaque année c'est comme ça, on sème et puis on n'éclaircit pas à temps. Et voilà, on a malgré tout des petites entre-deux. Bon, ça n'empêche pas de malgré tout les forcer. Mais bon, moi je conseille peut-être de les forcer dans un à part parce que ça fait des petits chicons. Et bon, entre les gros, ben, voilà, il y a peut-être un petit décalage qui pourrait se faire. Donc, c'est pas du tout à jeter, mais bon, voilà, vous n'allez pas avoir un beau chicon formé. Alors, donc, quand on regarde un peu dans les catalogues de semis, ben voilà, on dit semer les rangées espacées de 30 cm. Et voilà, semer, éclaircissez et laissez 10 à 12 plants par mètre courant. Donc ça correspond entre 8 et 10 cm entre chaque plant. Donc ça permet, donc, si on a semé un peu plus dru, c'est d'éclaircir et de garder les plus beaux plants à peu près tous les 8 à 10 cm pour avoir une racine au moins qui aura eu toutes les chances de se développer correctement et d'avoir un calibre lors de la récolte. Donc au niveau du collet, ça doit être 3, 4, 5 cm de diamètre au niveau du collet. Bon, les 30 cm entre chaque rangée, bon, ici, vous savez, vous connaissez un peu la politique de la boîte ici, bon, on fait plutôt des semis associés. Voilà, donc au mois de mars, donc on plante par exemple les oignons, échalotes, ou bien l'ail, on aurait déjà pu mettre au mois d'octobre. On fait tous les 60 ou 70 cm. Donc à Albec, maintenant, on fait des doubles rangées. C'est-à-dire qu'on met un cordeau et on plante de chaque côté du cordeau, par exemple, donc au mois de mars, par exemple, oignons ou échalotes. Donc à 5 cm d'un côté et tous les 20 cm sur la ligne, on met un oignonnet donc un oignon ou bien échalote, comme ça d'un côté du cordeau, et alors on quinconce de l'autre côté du cordeau, encore tous les 20 cm. Donc ils seront chaque fois en quinconce, encore un oignonnet. Donc ça permet d'avoir une double rangée d'oignons, donc ça permet d'avoir plus d'oignons, donc une double rangée pratiquement.
tout en ayant l'espace suffisant après pour venir ressemer à partir de mai. Donc, soit des carottes de provision, donc les carottes longues, soit des scorcenaires, soit des chicons, ou des betteraves rouges. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est tout des cultures donc associées, et ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que oignons, échalotes ou ail seront récoltés en juillet. Donc, le semis de chicons ou de carottes sera encore petit, donc ne va pas gêner la pousse des oignons, ni la maturation, donc mûrir au soleil. Une fois que juillet, mi-juillet est là, on enlèvera tout ça et il y aura de la place pour les autres cultures, donc chicons, carottes, scorcenaires, pour prendre tout l'espace nécessaire. Donc les lignes seront espacées de 70 cm dans notre cas, bien 60 pour ceux qui ont choisi la largeur de 60. Donc souvent au départ, on a comme l'impression qu'on perd de la place. Quand on met des oignons ou échalotes comme ça à 60-70 cm, on dit ça prend beaucoup de place, mais en fait pas du tout, parce que imaginez que vous plantiez vos échalotes beaucoup plus près, ou vos oignons, et que donc vous ne savez rien mettre entre deux. Vous êtes obligé d'attendre que cette récolte est enlevée, donc juillet, donc mi-juillet, avant de pouvoir mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre en juillet? Il y a beaucoup de choses que c'est déjà trop tard. Donc les carottes, tout ça, les scorcenaires, tout ça c'est trop tard. Donc tout ce qu'on pourrait faire, c'est repiquer des scaroles, des endives frisées, voilà, des laitues encore. Alors, c'est un peu... Donc en fait, les cultures se chevauchent sans se gêner. Et moi, je fais ça déjà depuis maintenant 30 ans, et je suis encore toujours très partisan de cette façon de faire. Voilà, donc quand est-ce qu'on arrache les racines? Donc il faut qu'elles soient assez développées. Donc en théorie, on pourrait commencer à partir de la mi-octobre. Donc qu'il y a eu un temps assez long entre le semis et la récolte pour que la racine soit donc assez forte. Donc ça, c'est pour les gens qui sont pressés. Et c'est parfois un peu dommage de commencer trop tôt, parce que parfois sur les dernières semaines, la racine peut encore se développer fameusement, parce que c'est la période d'automne et il y a souvent un apport d'eau, et donc voilà, surtout si on a eu un été assez sec, ben voilà, les racines n'ont peut-être pas eu assez d'eau pour se développer. Donc parfois à la fin de l'automne, voilà, ça grossit encore pas mal. De plus, donc il n'y a pas encore eu de gelée, donc il y a encore plein de choses à manger. Donc on a peut-être encore des laitues, on a encore des scaroles, des endives frisées, voilà, on a encore plein d'autres choses à manger. Donc la culture du chicon, je trouve ça vraiment intéressant l'hiver, parce qu'on a moins de choses à récolter au jardin. Donc autant décaler. Moi je trouve que le signal idéal, c'est à la période de 1er novembre, à la Toussaint. Souvent, on a déjà eu une première gelée. Bon, c'est vrai qu'avec les années, on voit que cette première gelée recule dans le temps. Et cette première gelée, elle est propice à cette culture parce que ça met un arrêt de végétation à la racine. Donc en fait, si on n'a pas cet arrêt de végétation, on doit le mettre artificiellement. Donc on arrache la racine et on laisse faner. Et même dans ces conditions-là, parce que dans la racine, il y a quand même une réserve de nourriture, et malgré tout, c'est la sève qui va continuer à alimenter le feuillage, même si on en a arraché les feuilles, pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle sent qu'elle n'a plus assez de réserve, donc elle va arrêter de pousser. Mais le froid fait aussi cet arrêt de végétation. Et donc ça, c'est intéressant d'observer cette période de froid avant d'arracher les racines de chicon. Donc
Moi, j'ai ici même commencé fin novembre, début décembre, seulement à arracher les premières racines. Bon, c'est aussi parce qu'on avait autre chose à faire. Mais en même temps, ça permet de décaler et d'avoir nos chicons beaucoup plus tard. Donc, on se dira, oui, on peut parfois avoir un hiver plus précoce. Donc, il faut bien se dire qu'une chicorée, ça contient quand même beaucoup d'eau. Et le feuillage, le collet, tout ça. Donc, si on a des fortes gelées assez rapidement, le feuillage peut être atteint. Bon, ça, c'est pas encore trop grave. Tant que le germe n'est pas atteint. Mais si le collet de la racine est atteint, donc si par exemple on attend fin décembre, je dirais c'est la limite pour arracher, on risque que le collet soit gelé. Donc si on a des gelées de -5, -10, voilà, on pourrait avoir le collet qui est gelé et le germe est aussi gelé, donc la racine ne repoussera plus. Alors, pour les... Bon, souvent, le jardinier amateur, lui, a quand même pas de très très grandes quantités de chicons, donc bon, il permet de tirer au fur et à mesure et de forcer au fur et à mesure, et voilà. Si on a des quantités plus grandes, un petit truc, quand vous voyez que l'hiver s'installe, c'est de couper le feuillage à 3, 4, 5 cm au-dessus du collet. Couper ça pour écarter les feuilles, parce que c'est souvent les feuilles qui pourrissent et qui pourraient communiquer la pourriture aux germes. Donc vous coupez ça, vous écartez les feuillages, qui sont quand même en forte teneur d'eau, et vous mettez une couverture de feuilles mortes, par exemple, avec éventuellement un filet pour retenir les feuilles, pour garder les têtes de racines à l'abri du gel. Donc ça, c'est un petit truc. Alors, donc, le principe, c'est arracher la racine, donc arrêt de végétation, soit par le froid. L'arrachage, on laisse pendant une semaine la racine avec son feuillage sur le sol. Donc ça peut être dans le jardin. S'il y a des gelées plus importantes, vous pouvez couvrir. Donc mettez un sac de jute et puis une bâche au-dessus pour dire de garder la racine un peu à l'abri de l'humidité. Donc nous, ce qu'on fait maintenant à Albec, on installe toujours un abri à tomates pour nos tomates à l'extérieur. Donc c'est simplement un toit au-dessus. Et alors on stocke nos racines là, sous cet abri. Donc il ne pleut pas dessus et bon, ils sont à l'air. S'il fait froid, ben, on met un sac de jute et on met une bâche imperméable dessus pour éviter que la racine prenne trop d'eau et que le germe risque de pourrir. Après une semaine de repos, donc la végétation est un peu fanée, on peut couper les feuillages à 3-4 cm en fonction du diamètre du collet de la racine. Donc au plus gros, on coupera un peu plus haut. Si c'est plus petit, on peut couper à 3 cm. Donc on écarte ce feuillage. Donc ça, je vais vous montrer là tout à l'heure en atelier, après les explications. Donc on coupe le feuillage, on ajuste un peu la longueur de la racine, simplement question de facilité de remettre la racine en culture. Parce que si vous mettez des racines à des longueurs différentes, c'est un peu plus compliqué, surtout dans des containers qui ont une certaine hauteur. Ben, si vous avez une racine trop longue, ben, parfois quand on arrache une racine, ça peut faire 50 cm. Hein. Donc une grosse racine, là, ça... Voilà, donc ça c'est une question de facilité. Voilà, donc en principe on remet ça dans un milieu à température, température un peu plus élevée qu'à l'extérieur. Donc le forçage, donc il y a deux forçages en fait. Il y a le forçage à l'intérieur de la maison. Donc ça c'est une façon plus récente de le faire, mais il faut faire ça avec des variétés bien précises. Donc toutes les variétés de chicorée et de bruxelles ne conviennent pas à ce genre de forçage.
Et alors, il y a le forçage traditionnel avec terre de couverture. Donc l'autre que j'expliquais en conteneur, c'est sans terre de couverture. Les variétés traditionnelles, elles sont... Donc on forçait ça un peu comme notre agriculteur là, dans sa cave ou dans sa grange. Donc on remet de la terre. Et ces variétés-là repoussent à température basse. Donc c'est un peu pour ça que c'est à température de la terre en fait. Et les variétés traditionnelles, si on les mettait à forcer à une température supérieure, donc par exemple 14 degrés, vous n'allez pas avoir votre chicon fermé, il va repousser, mais ça sera ouvert, donc vous n'allez pas avoir un beau chicon fermé. Voilà, donc on replace les racines, par exemple, dans un conteneur, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on a coupé le feuillage, on prend toutes les précautions pour bien nettoyer le collet, pour éviter qu'il y ait des traces de pourriture au niveau du dessus du collet et des feuilles, pour que le germe puisse repousser dans de bonnes conditions. Donc on le met dans un substrat. Donc on peut mettre la terre du jardin avec ses risques, ça je vais vous expliquer, soit dans de la tourbe pure, ou soit dans du terreau ou un mélange des deux. Alors, moi je connais des gens qui font ça avec leur terre, donc pas trop lourde, une terre de serre par exemple, ils mettent ça dans des containers et voilà, ils font repousser leur chicon sans trop de problèmes. Moi j'ai quand même constaté qu'en utilisant de la terre de jardin, surtout celle qui est, je dirais, un peu à l'extérieur, donc qui est un peu parfois détrempée, un peu lourde, lorsqu'on amène ça dans un conteneur, il y a aussi des germes, des larves d'insectes qui sont présents dans ce sol. Et lorsque vous mettez ça en température ambiante, ces larves qui normalement devraient éclore plutôt au printemps, eux sentent une température douce, voilà. Et ce qu'on peut avoir, c'est par exemple des pucerons ou des larves de mouchettes qui ont éclos, et vous avez des petites mouchettes dans votre milieu de forçage, donc c'est pas fort intéressant d'avoir ça dans votre cave ou voilà. Donc ça c'est le risque avec la terre du jardin. Je crois qu'il y a des gens qui le font, bon, qui n'ont pas trop de soucis. Pour moi je fais avec de la tourbe pure. De plus, la tourbe, c'est un milieu plus acide et moins propice au développement des insectes, des moisissures, etc. Parce que le milieu est plus acide. Voilà, c'est un facteur de sécurité supplémentaire. Donc, où peut-on mettre ces containers? Donc, il faut trouver une pièce qui a à peu près 14 degrés constamment. Donc, il ne faut pas quelque chose qui varie trop en température. Donc c'est mieux que la racine repousse à température constante. Donc 14 degrés, c'est l'idéal. Donc ça peut être moins. Plus c'est un problème. Donc quand c'est quoi une cave? Mais souvent les caves modernes sous des maisons, c'est parfois beaucoup plus. Ça peut parfois, en général 14, c'est rarement 10 degrés dans une cave, hein, donc ça tout dépend. Donc une remise, c'est bon aussi, donc une remise. Le tout, c'est d'avoir un milieu obscur. Donc ça peut être un garage aussi. Alors pour s'assurer qu'il y a une obscurité maximum, c'est au moins mettre un plastique noir au-dessus. Mais moi, je déconseille de mettre un plastique comme un sac poubelle et le fermer, parce que vous allez recréer un milieu confiné et propice à trop d'humidité, donc avec les risques de pourriture, et voilà. Donc si vous avez un conteneur et que vous avez un couvercle pour le fermer, n'utilisez pas ce couvercle, il faut que l'air puisse circuler. Donc à partir de ce moment-là, il faut compter entre 2 à 4 semaines avant que la repousse donne ce chicon, donc à 14 degrés.
Donc ça c'est un forçage en conteneur. Si vous avez moins de 14 degrés, c'est pas du tout un problème parce que le chicon repoussera moins vite, il sera même, je vais dire, plus serré. Et il faudra simplement attendre un peu plus longtemps avant d'obtenir le résultat. Donc, forçage des racines avec terre de couverture. Donc ça, c'est vraiment les variétés traditionnelles. Donc cela, on peut choisir un endroit pas trop détrempé dans son jardin. Donc si on a un milieu où il y a donc en hiver, on peut parfois avoir, suite aux pluies, des accumulations d'eau à certains endroits du jardin. Bon, moi, je déconseille de choisir l'endroit le plus bas, évidemment. Ce qui est bien, c'est parfois dans une couche. Donc une couche que vous avez mis les châssis au départ, donc avant le forçage. Donc ça permet d'avoir un milieu quand même plus sec. Il faut que la terre soit sèche. Donc, par ici, on a des sols assez lourds, donc argileux. C'est plus compliqué à avoir des racines, enfin une repousse dans une terre argileuse, parce que votre chicon va repousser et les feuilles extérieures auront tendance à pourrir, parce qu'il y a trop d'humidité dans le sol, donc dans les terres lourdes. Donc les terres sablonneuses, ça va beaucoup mieux pour faire ça. Autre truc, ceux qui ont une serre assez grande et qui n'est pas remplie d'autres légumes l'hiver, c'est de consacrer un mètre carré, par exemple, au forçage des racines de chicon. Donc là, le sol sera déjà moins détrempé, souvent un sol déjà amélioré et plus léger. Donc, ce mètre carré, vous allez l'ouvrir pour bien l'aérer, donc pour que la terre soit plus ou moins meuble. Et ensuite, après avoir apprêté les racines, vous ouvrez avec la bêche, faites une fente dans la terre, vous venez insérer vos carottes de chicon dans ce sol. Donc n'enfoncez pas plus bas que le collet, donc il vaut mieux rester à 2-3 cm sous le collet. Donc vous avez inséré comme ça vos racines. Évidemment, il y a peut-être des fentes qui sont restées, donc il faut bien émietter du sol sec au-dessus, donc bien fin pour faire pénétrer le plus possible de sol autour de la carotte de chicon, parce que en fait c'est la repousse des radicelles donc, qui se forment sur la carotte. Donc lorsqu'on arrache une racine pivotante, ça peut être une carotte, ça peut être une racine de chicon, en fait vous avez votre carotte pivotante, là, un peu conique, et là-dessus il y a tous des radicelles qui alimentent cette racine. Lors de l'arrachage, vous avez enlevé toutes ces racines, puisque bon, ils sont restés dans le sol. Et bien, pour la repousse, il faut qu'il y ait une nouvelle repousse de ces radicelles, donc dans le milieu, dans le substrat que vous avez mis. Ça peut être la terre de votre serre, ou bien dans le substrat du conteneur. Voilà, il faut que la terre soit bien agglomérée autour des racines. Donc dans cette serre dans laquelle vous avez mis vos racines dans cette fente, et bien émietter le sol, vous allez arroser entre les racines pour bien colmater les trous qu'il pourrait y avoir entre les racines pivotantes, pour qu'il y ait bien de la terre autour, pour que les radicelles puissent bien se former facilement et pour que la repousse se fasse assez rapidement. Donc l'arrosage est nécessaire pour colmater ces trous. Donc, donc avant de remettre de la terre sèche au-dessus, on laisse bien sécher pendant une semaine pour que l'excédent d'humidité soit évaporé. On saupoudre d'un peu d'algues marines et ensuite on peut venir remettre une butte de terre au-dessus des racines. Donc entre 20 et 30 cm de terre sèche au-dessus des racines. Et ensuite on peut couvrir
Donc si c'est un endroit frais, de paille, et alors couvrir contre l'humidité, si c'est en pleine terre ou en couche. Donc couvrir d'un plastique ou de tôle ondulée pour éviter qu'il ne pleuve dans ce lieu de forçage. Donc si c'est en serre, bon, c'est un peu moins nécessaire. Mais il faut que ça soit à l'obscurité. Il y a même des gens qui ne remettent pas la terre et qui mettent uniquement de la paille ou des feuilles mortes. Et alors avec un plastique noir au-dessus pour éviter qu'il y ait de la lumière qui vienne verdir la repousse. Alors comment on peut voir que le chicon sera bon? Parce qu'avec cette terre, bon, on ne voit pas trop. Ben, on a mis 20-30 cm de terre. Le chicon va se former, va grossir et va créer des fentes dans votre talus de terre. Et ça, c'est un signe que le chicon commence à grossir et fendit la terre. Donc souvent, ben, on regarde les premiers, on regarde, ben oui, voilà, c'est bon. Donc ça pousse plus lentement. Alors ça, c'est un signe que les chicons sont à maturité. Donc en combinant les deux cultures, donc en faisant le forçage en conteneur, qui là, la repousse est quand même plus rapide, puisqu'on force à 14 degrés, donc on aura nos chicons plus vite. Et si en complément, vous mettez, par exemple, à forcer dans un endroit abrité, couche ou serre, ou pleine terre, avec un tunnel bien couvert, donc ça permet cette repousse sera plus lente et ça permet d'avoir des racines jusqu'au mois de mars-avril, l'année suivante. Donc les deux cultures peuvent se combiner. Et ça permet d'avoir des racines, des chicons à manger beaucoup plus longtemps. Alors, donc comment stocker les racines lorsque par exemple, bon, l'hiver s'annonce, on se dit tiens, bon, les racines risquent de geler. Donc on a vu une première chose, c'était de les couvrir avec des feuilles mortes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de les enlever, les habiller, on appelle ça habiller, l'apprêter pour le forçage, et les mettre dans des containers, et stocker ainsi, sans ajouter de l'eau. Donc, la racine ne va pas se flétrir, elle va rester bien ferme. À la limite, on en met juste un peu d'eau, mais on garde au frais, donc dans une remise fraîche. Donc, même si c'est du moment que c'est hors gel, voilà. Les petites radicelles vont se former. Il y aura peut-être une toute petite repousse qui va se faire, mais votre racine ne va pas flétrir. Par contre, si vous récoltez vos racines, vous les mettez par exemple dans une cagette à fruits, donc horizontalement, donc c'est bon pour une semaine, 2 maximum. Pourquoi? Parce que avec la température ambiante du local, même si c'est assez frais, malgré tout, il y a une réserve d'eau dans cette racine et le germe aura tendance à repousser. Donc si c'est horizontal, voilà, le germe va repousser verticalement. Donc au moment où vous allez mettre à forcer, votre germe sera un peu de travers. Bon, c'est pas encore un grand drame. Mais surtout, c'est la racine qui pourrait se déshydrater, donc flétrir. Ce sont des grosses racines, il y a plus de réserves, donc il y a moins de risques. Si c'est des racines plus petites, il y a le risque que cette racine meure, qu'elle ne repousse même plus. Ou bien, lorsque vous allez les mettre à forcer dans le substrat, de l'eau, température ambiante, il y aura une repousse inégale, c'est-à-dire que les petites racines auront plus souffert, auront plus de mal à repousser. Et voilà, si vous avez des calibres différents, vous allez avoir des repousses inégales, donc des chicons prêts et d'autres à peine germés. Donc c'est un peu ennuyant de garder ces containers à forcer tout le temps. Donc ça prend une place et voilà, c'est pas toujours très intéressant d'avoir cette repousse inégale. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour.
Bon, je vais peut-être montrer maintenant la façon dont on apprête les racines. Ça sera un peu plus visuel. Voilà, on choisit par exemple un conteneur, un seau, voilà, avec le substrat, ici c'est de la tourbe, dans lequel on vient implanter nos racines. Voilà, donc la racine qu'on aura enlevée du jardin, voilà, c'est pas des trop grosses. Il y en a eu des plus grosses que ça. Donc souvent, lorsqu'on a des petits calibres, c'est souvent parce qu'on n'a pas éclairci assez. Ou bien on a eu un été très sec, mais c'est plus par le problème d'avoir laissé le semis trop dense. Voilà, ce qui est un peu faible comme racine, radicelle, on peut couper. Voilà. Normalement, on peut laisser 20 cm. Alors, on peut voir ici qu'il y a des feuilles qui ont déjà subi un peu l'assaut du froid de l'hiver et qui peuvent être un peu gâtées. Donc, voilà, 3 à 4 cm. On coupe le feuillage. On regarde bien s'il n'y a pas des traces de pourriture sur les côtés. On voit qu'il y a des feuilles qui ne sont pas saines. Et alors ici, tout autour du collet, il y a les anciennes feuilles qui ont, pendant l'été ou la fin d'été, sont tombées. Il y a quand même des feuilles qui fanent pendant la culture. Il suffit que c'est une période plus sèche. Voilà, et alors, il y a l'amorce des feuilles qui sont restées là et qui pourraient, voilà, donner des sources de pourriture. Voilà, on gratte bien le col pour être certain qu'il n'y a plus de traces de pourriture. Parce que le grand ennemi des éleveurs de chicons, c'est la pourriture dans le milieu. C'est souvent parce qu'il y a trop d'humidité ou bien qu'on n'a pas bien nettoyé le collet. Alors parfois, donc ici on voit déjà le germe, enfin c'est le bout du germe. Le germe il démarre ici dans le haut du collet. Et ça c'est ça qu'il faut garder là, le germe central. Donc voilà. Donc c'est un peu jaune-vert là. Donc tout ce qui est ici autour, ça va faner. Donc les petites amorces de feuilles qu'on vient de couper, c'est pas ça qui va faire le chicon. Hein. C'est vraiment le départ central, l'œil central, donc le germe. Donc si on n'est pas certain que ça c'est sain, parce que parfois il y a encore un tour de feuille qui est pourri, on peut aussi couper un peu comme ça, comme on taille un crayon. Parce que de toute façon, tout ça, ce qui est à l'extérieur, ça ne sert à rien. De toute façon, ça va sécher. Allez, c'est pas ça qui va former le chicon. Donc, pour s'assurer d'être sûr d'avoir un milieu sain au départ, ben, on peut couper ça un peu comme ça, en pointe. Voilà, ici, voilà. Là aussi, bon, je vais déjà écarter ce qui est gâté. Vous disiez tout à l'heure, si on veut avoir des racines toutes à peu près de la même hauteur, si on en a certaines qui sont très grandes par rapport à d'autres, on peut couper celles qui sont grandes. Ben oui, c'est parce que bon, souvent les containers, c'est quoi? C'est 20-30 cm. Donc imaginez que vous ayez une racine comme ça, ouais, ben voilà, ça va dépasser. Alors les radicelles se font ici sur... on voit ici hein, les anciennes radicelles ici qui ont été arrachées. Donc il y a de nouvelles radicelles qui vont se former. Donc sur la partie la plus faible, la plus longue, il n'y aura pas grand-chose comme réserve. Parce qu'en fait, le chicon il repousse grâce à la réserve qui est là. Donc c'est la partie la plus charnue de la racine. C'est ça qui va donner la repousse avec le germe évidemment. Mais même un bout de racine hein, qu'on laisse comme ça dans le sol, donc vous avez coupé par exemple un bout, vous le laissez dans le jardin, au printemps, il va repousser, mais il y aura une petite chiconnette quoi, qui va repousser. Donc malgré tout, ça va repousser. Hein, donc
Mais la partie la plus intéressante, c'est la partie supérieure de la racine, et bien sûr le germe. Ça, comment dire, ça fragilise pas de couper une racine, ça Non. va pas pourrir par le bout. Non, non, pas du tout, non, non, non. Alors parfois, ça arrive, hein, lorsqu'on met ça dans le seau et que la partie ici, elle est un peu plus faible, on pousse la racine bien dans la terre et parfois elle casse. Donc qu'est-ce qui arrive à la fin du forçage? Donc on enlève nos racines. Alors il y a parfois des petits bouts qui restent. Et voilà, il y a un germe qui redémarre de ces petits bouts qui restent dans le sol. Donc c'est comme au jardin, quoi. Donc c'est assez volontaire. Hein, donc, alors ici, ben, je vais aussi recouper un peu. Voilà. Donc bien laisser le germe intact. Hein. On va recouper si on veut. Voilà. Voilà. Et on gratte bien ici, autour. Bon. Bon, je sais pas si on peut faire circuler. Bon, je sais pas si c'est un peu sale, mais bon. Les jardiniers n'ont pas peur de ça. Hein. Voilà, ici, voilà, c'est un peu plus long. Voilà, si on met ça, bon, ça pourra encore aller, hein, mais on a plus de difficultés à l'enfoncer, donc moi, je coupe plus ou moins 20 cm. Voilà. Voilà, ici, il y a parfois un peu plus de feuilles gâtées. Donc, au plus qu'on attend, au plus qu'il y a ce risque aussi de feuilles gâtées, parce que le froid, l'humidité, donc apporte des facteurs de risque supplémentaires. Alors, pour avoir le plus de chances possible lors du forçage, il y a encore un autre petit truc. Voilà, ici, c'est même pas la peine de couper en biseau. C'est de rendre le milieu le moins à risque possible et c'est d'y ajouter des algues marines. Voilà. Donc, grâce aux algues marines, donc c'est une poudre calcaire, voilà, ça assainit le collet. Donc, on fait ça, par exemple. Voilà. Ça permet d'avoir un milieu beaucoup plus sain, plus sec. Et à ce moment-là, on peut le mettre dans le conteneur. Donc, je vais peut-être finir. Peut-être encore une racine à faire. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu un travail qui est parfois pas très agréable au jardin, c'est d'aller arracher les racines. Du temps comme ça, c'est pas très gai. Il fait froid, c'est boueux, voilà. C'est parfois une raison pour laquelle les gens ne font pas les chicons, parce qu'ils se disent, bon, ben, de toute façon, au prix que ça coûte, bon, c'est parfois 1 euro, 1,50 € du kilo, on en trouve au magasin. Bon. Je vous dis tout de suite, c'est pas la même façon de faire. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la culture un peu hydroponique hein, avec ça. C'est-à-dire que donc on récolte les racines. Donc déjà, c'est peut-être pas une culture bio. Bon, c'est poussé avec des engrais chimiques, donc, parfois des plus grosses racines, charnues. Et ensuite, on les récolte, on les apprête. Et parfois, elles restent comme ça dans des chambres froides, donc à température idéale de stockage. Alors, pour les faire pousser, on met dans des racks. Donc, on met les racines comme ça, pas dans un substrat, dans des racks. Et on fait circuler, bon, en principe, c'est de l'eau. Mais à côté, il y a plein de bidons avec des tubes qui alimentent ça. Bon, un anti-moisissure pour ci, un anti-champignon pour ça. Un truc pour éviter, voilà, plein de choses. Je ne sais pas si c'est pour faire pousser, enfin, en tout cas, c'est pour éviter les accidents de culture. Parce que si toute une armoire, là, les chicons sont pourris, bon, voilà, c'est pas l'idéal. Alors, c'est comme un brouillard là-dedans d'humidité qui fait que la radicelle, enfin, les radicelles se forment, s'alimentent en eau et font pousser le chicon. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des chicons à manger en été. Bon. Je ne sais pas si c'est vraiment le but. Nous, je pense qu'on essaie quand même de manger
des légumes de saison. Alors, si on a encore le plaisir de manger des chicons en été, alors qu'il y a plein d'autres choses au jardin, bon, c'est peut-être un choix à faire. C'est comme les gens qui veulent manger des tomates à la Noël, quoi. Hein. Bon, voilà, c'est un peu une aberration. Voilà, c'est tout un artifice que l'on fait là autour pour assouvir les besoins des gens. Oui, ici, il y a une pourriture là qui se fait autour. Donc on peut carrément enlever ça pour s'assurer qu'on a le plus de chances possible d'avoir un milieu sain au départ. C'est souvent en laissant comme ça un peu des pourritures que voilà, ça foire. Voilà. Mais bon, les algues marines vont nous aider aussi. Voilà, donc là j'ai un petit outil ici, bon, genre de transporteur. Ça nous aide un peu à enfoncer faire un avant-trou dans le substrat. Voilà, on fait ça. On entoure bien d'algues marines, voilà, c'est le mieux sain. Et voilà, on enfonce ça. La distance là, entre chaque Ben voilà, carotte, il faut s'imaginer que le chicon, donc c'est pas que le petit germe là, il va grossir, donc vous voyez la taille un peu d'un chicon, l'épaisseur. Voilà, il faut qu'ils peuvent se toucher tout légèrement. Le mieux c'est qu'il y ait un petit espace entre deux. Dans un seau, j'ai à peu près entre 20, parfois 25 quand les racines sont plus petites, de racines. Donc il ne faut pas mettre trop serré. Donc si c'est des plus petits, ils peuvent être plus serrés parce que le chicon va se développer moins. Quand c'est des plus gros, par exemple ici, ben voilà, ils donneront un plus gros chicon. Donc les grosses racines vont donner des plus gros chicons, mais c'est parfois pas les plus beaux parce que ils seront plus hauts et parfois un peu plus ouverts. Mais un très gros chicon. Donc, je crois que bon, ça c'est, allez, ça peut être un peu plus gros encore. Donc ça c'est l'idéal. Une taille comme ça, là, ça c'est l'idéal. Au fur et à mesure qu'on avance, au plus que ça se tasse, hein, évidemment. Crac. Oui, ça- Ça va être le dernier. Voilà, on passe 100 ans comme ça l'hiver. Hein. On s'harmonise, bien, avec une grosse veste et des grosses bottines. Mais au moins, on a quelque chose. On sait ce qu'on mange. Voilà. Ben voilà. Donc Et la tourbe, elle est à quel niveau de la racine? ben voilà. On s'arrête comme ça. Ok. 3-4 cm en dessous. Voilà. De toute façon, les radicelles vont se former là, sur la carotte, là, dans la partie enterrée, évidemment. Alors, précaution supplémentaire. Donc, on peut encore mettre un peu d'algues marines. C'est notre allié, ça c'est... Voilà, donc, comme c'est là, donc si vous voulez faire un roulement dans la culture des chicons, ben voilà, vous préparez vos seaux comme ça à l'avance, vous n'y mettez pas l'eau, et vous attendez, au fur et à mesure que vous allez forcer, vous ajoutez l'eau. Si vous ne voulez pas, donc à partir du moment, comme maintenant, et qu'on on met l'eau, il faut compter 4 semaines à peu près. Donc on met un endroit pour forcer, donc 14 degrés, il faut à peu près 4 semaines. Donc évidemment, si vous faites un roulement comme ça avec des seaux, ben, vous pouvez déjà commencer à humidifier, mais garder au frais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a de l'humidité, la carotte va émettre des radicelles, mais le bourgeon ne va pas tellement se développer. Tout doucement, mais la température n'y est pas. Donc, mais malgré tout, les radicelles se forment.
Donc ça permet de gagner du temps. Alors, une fois que vous avez laissé ça, admettons que ça a duré 15 jours avant que vous le mettez à forcer, ben, vous le mettez dans l'endroit à forcer, vous ajoutez de l'eau s'il faut, et là, en 15 jours, vous avez vos chicots. Donc c'est bien d'avoir un roulement comme ça. Et en plus, les racines ne flétrissent pas, et voilà. Il faut juste un peu de place quoi, pour faire ça. Alors bon, moi j'ai par exemple, on peut mettre ça dans une remise et le mettre à l'abri avec des sacs de jute pour empêcher la lumière de faire verdir les bourgeons démarrants. Moi, avant de construire mon chalet de jardin, donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? On coule une chape et on installe le chalet de jardin dessus. Ben, comme je savais que j'allais faire ce genre de choses-là et stocker mes pommes de terre de provision, par exemple, ben, j'ai fait une petite cavette de 80 cm de profondeur dans le sol, sous mon chalet de jardin, construit avec des blocs de béton, voilà. Et j'ai mis un plancher dessus et que j'ai des trappes d'accès. Donc j'ai stocké, par exemple, comme ça, mes containers en attente. Je stocke aussi mes pommes de terre, et voilà, les carottes qu'on a enlevées du jardin en mettant de la tourbe, voilà, dans des grands bassins en plastique où on boit, voilà. Et on peut stocker ça. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il suffit d'avoir l'idée et d'avoir des endroits assez frais. Parce que souvent dans les maisons modernes, on chauffe tout et on n'a plus d'endroits frais. Avant, on avait des remises, et voilà, par exemple, dans les nouveaux lotissements, on ne peut pas mettre de remise. Ben voilà, chalet de jardin. Avec le soleil, c'est parfois chaud, même en hiver, en février par exemple. Bon, ça peut, la température peut s'élever aussi. Mais dans un sous-sol, ben, par exemple, donc, ça restera frais. Et ce que j'allais dire, ouais, même s'il gèle dans un chalet de jardin, ça peut geler aussi. Donc, les golets pourraient être gelés aussi. Donc, dans le sol. Pardon. Les carottes, tu les mets à la verticale pour les stocker ou pas? Quelles carottes? Les carottes. Les carottes à manger? Oui, les carottes à manger. Non, ça horizontalement. Mais comme c'est frais, ça reste au frais. Donc, on peut mettre du sable hein, aussi, du sable, de la tourbe sèche. Et voilà, on met des couches. Donc, c'est simplement pour empêcher la déshydratation. Parce que si vous stockez dans des cagettes comme ça, dans votre chalet, ou dans une remise, avec l'air ambiant, donc ça va sécher la carotte. Par contre, si vous mettez un substrat, plus ou moins sec, hein, bon, il y a toujours un peu d'humidité hein, dans une tourbe, ce que vous achetez. Rien que, ou le sable, ça permet de garder le milieu constant. Donc il n'y a pas de perte par évaporation. Alors, voilà. Et lorsqu'on arrose... Et à quel moment on arrose? Au moment où on veut forcer. Okay. Ou bien, si vous voulez, faire pousser, mais à température fraîche. Donc si par exemple ici, ce conteneur-là, je vais le mettre dans ma cavette, que j'ai envie qu'elle s'enracine, que ça commence à s'enraciner, ben voilà, je vais mettre l'eau. Or, mettre l'eau entre les racines. Pas verser dans le collet ici. Pourquoi? Parce que là, vous allez encore faire rentrer de l'humidité entre les feuilles. Et voilà, il y a une humidité qui sera là stagnante et qui pourrait avoir un risque de pourriture. Voilà, donc on fait ça tout autour. Alors, moi je conseille de ne pas mettre de trop au départ, parce que l'eau que vous avez mis en trop, vous ne savez plus l'enlever. Mais si vous n'avez pas mis assez, vous savez encore l'ajouter par la suite. Donc au fur et à mesure que, vous voyez, cette eau va imprégner la tourbe, le substrat, et alors, voilà, ça va alimenter, les radicelles vont pousser. Donc l'humidité va être pompée par ces petites radicelles et au fur et à mesure, il faut rajouter de l'eau. Tâtez comme ça avec votre doigt. Vous voyez, tiens, ça commence à venir. Voilà, il ne faut pas que ça soit... 15 jours, 3 semaines toutes les semaines, tous les 15 jours plus ou moins? Non, de temps en temps vous contrôlez. Hein, donc voilà, vous mettez
même dans un local sombre, moi je stocke ça dans... Enfin, pour forcer, je mets ça dans ma chaufferie. Et une chaufferie avec une chaudière bien isolée, ben voilà, j'ai une température constante en hiver de 14 degrés. Donc c'est aéré, voilà, il fait noir. Mais il suffit qu'on aille dans cette chaufferie pour une chose ou d'autre, on allume l'interrupteur, vous le laissez comme ça, ben ça prend de la lumière. Donc votre chicon ne sera pas si blanc. Donc il sera un peu plus amer. Et c'est pas pour ça qu'il sera pas bon. Mais, bon voilà, pour les gens qui n'aiment pas l'amertume, ben voilà. Même un chicon que vous achetez et que vous laissez à la lumière, donc dans un plastique transparent, mettons, eh ben, il va verdir. Oui. Parce qu'il reste vivant. Donc il prend la chlorophylle et voilà, les feuilles, voilà, ils prennent la lumière et ils verdissent. Donc c'est l'amertume, c'est À cause du le verre. chicon Ouais. qui n'a pas... qui a été Oui, dans la il lumière. sera plus amer. Bon, Ouais. c'est déjà la famille des composés qui, Ouais. d'origine, c'est déjà amer, Oui. un peu amer. Hein. Donc, si vous blanchissez, vous allez avoir moins d'amertume. Donc, les endives ou les scaroles qu'on veut, par exemple dans le jardin, si on veut que ça soit plus blanc, on y met une assiette ou voilà, Oui. recouverte. Donc c'est pour empêcher la lumière de venir transformer. Donc il y a le système chlorophylle, et voilà. Donc ça donne une amertume. Oui. Si vous voulez blanchir, on appelle ça blanchir, on met une assiette dessus. Voilà. Donc ça permet d'avoir le goût moins amer. Donc voilà. Donc moi je mets malgré tout, même ma chaufferie est sombre, mais lorsqu'on y passe, on peut allumer. Voilà. On met simplement le plastique là au-dessus, voilà, et on laisse bien. Donc pas fermé avec une corde ou un élastique, non. Il faut vraiment laisser ouvert. Et voilà, de temps en temps, chaque semaine, on contrôle, on regarde, bon, est-ce qu'il faudra encore un peu d'eau. Voilà, on rajoute de l'eau. Parfois, si on a mis trop d'eau, il y a une condensation qui se fait là sur ce plastique. Et ben, voilà, il suffit simplement de le retourner. Et voilà. Et voilà, ça s'évapore. Et voilà, c'est reparti. Et voilà, le principe. De 15 jours à 4 semaines, en fonction de ce que je vous ai expliqué. Et voilà, vous avez des... Est-ce qu'il faut mettre un plastique noir ou un carton? Oh, si, c'est bon aussi. Le moment que c'est l'obscurité, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plastique. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. C'est qu'il y a beaucoup d'humidité qui se condensation, voilà. Condensation. On peut la retourner de temps en temps. Oui. Ça va. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un sac de jute au-dessus, plus le plastique. Le jute, il est plus ou moins sombre. Oui, il va absorber. Et le plastique, oui, voilà, il va absorber Ah, ok. l'excédent d'humidité. Il faut les deux. Hein. Le jute plus plastique. Moi, je fais comme ça, rien que le plastique. Et donc, et en plus, s'il y a un peu d'air qui passe, donc les chicons montent, donc le plastique suit le mouvement. Voilà, il y a de l'air qui passe. Donc,